À la une de l'actualité de ce dimanche, le Mali renforce son génie militaire avec l'arrivée d'importants matériels. Une importante colonne est arrivée hier soir destinée à renforcer la construction et la modernisation des routes, ponts et infrastructures publiques. Mois de décembre, période mondialement consacrée à la lutte contre le sida. Ce soir, nous ouvrons une séquence essentielle de sensibilisation, de mobilisation et de rappel des enjeux de santé publique. Deux organisations engagées dans cette lutte sous nos projecteurs, l'ONG Arcade Santé Plus et REMAP Plus, le réseau des associations de personnes vivant avec le VIH. Manda Folie, la rédaction nous amène ce soir au cœur de la danse traditionnelle malinké qui célèbre le courage des guerriers et raconte l'histoire du peuple du Mandé. De la tradition au mouvement, la danse Madan, symbole de force et de résistance chez les Malinké, mise à l'honneur lors du Sandia à découvrir dans le dossier culture. Et à l'occasion du lancement officiel du mois de décembre dédié à la lutte contre le sida, il vient partager avec nous les priorités, les avancées, mais aussi les urgences de cette bataille qui nous concerne toutes et tous. L'invité de ce soir est Dr Ishaka Moumine Kone, secrétaire exécutif du Haut Conseil de lutte contre le sida. Bonsoir docteur. Bonsoir Madame Kone. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je vous reviens dans un court instant. Merci bien. Merci de votre fidélité à ORTM 1. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ce dimanche. Je le disais en titre, renforcement du génie militaire. Un convoi d'équipements spécialisés est arrivé à Bamako hier dans la soirée pour accélérer les chantiers et consolider l'autonomie nationale en matière de travaux publics. Cette arrivée illustre la détermination des autorités maliennes à assurer la souveraineté et la performance des travaux publics. Abdul Karim Kaba était sur place pour ORTM 1. Les autorités de la transition confirment de jour en jour leur volonté à doter l'armée malienne d'équipements afin de lui permettre de mener à bien sa mission régalienne. Ce samedi 29 novembre 2025, c'est un convoi et pas n'importe lequel qui a traversé une bonne partie de la capitale. Des équipements lourds destinés au génie militaire. Avec l'arrivée des équipements de construction routière et génie civil, dans un bref délai, nos routes et ponts devront afficher un nouveau look. Que ce soit pour le nivellement du terrain, le transport des matériaux ou l'asphaltage final, ces machines telles que les bulldozers chargeuses, niveleuses, pelles hydrauliques, tombereaux articulés, compacteurs et finisseurs sont spécialement conçus pour répondre aux exigences des chantiers routiers. Ils assurent à la fois performance, fiabilité et sécurité pour la réussite des projets, qu'il s'agisse de routes, ponts ou autres infrastructures. Les équipements lourds comprennent des grues, des portiques, des excavatrices et des équipements hydrauliques pour manipuler et assembler les composants. Avec l'acquisition de ces équipements, les autorités de la transition entament désormais la marche en avant dans le secteur du génie militaire au grand bonheur du peuple malien. Et demain, 1er décembre, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. D'ailleurs, tout le mois de décembre est consacré à cette lutte. Et au Mali, plusieurs organisations sont engagées contre ce fléau. Ce soir, la rédaction fait un zoom sur deux d'entre elles. Il s'agit de l'ONG Arcade Santé Plus et REMAP Plus, le réseau des associations de personnes vivant avec le VIH. La première s'intéresse à la prévention, le dépistage, le traitement gratuit. Et la deuxième se préoccupe plutôt du traitement psychosocial. Les détails sur les activités de Arcade Santé Plus et REMAP Plus dans ce reportage de Aminata Brahima Ouedraogo et Gaussou Ashtouri. Face à la persistance du VIH-Sida au Mali, deux organisations se dressent en sentinelle. Elles sont Arcade Santé Plus et REMAP Plus, chacune avec sa stratégie, sa force, mais toutes deux unies par un seul objectif, faire reculer définitivement le VIH-Sida dans notre pays. Arcade Santé Plus est une ONG qui a été créée depuis 30 ans déjà. Ses objectifs, c'est d'intervenir par rapport à la lutte contre le sida et les maladies prioritaires. Le réseau malien des associations de personnes vivant avec le VIH. C'est une association qui a été créée en 2005. Et nous avons nos démembrements dans toutes les régions. On œuvre dans la lutte contre le sida.
Dans ce combat, les missions se complètent. Arcade Santé Plus focalise son action sur le dépistage, la prise en charge médicale et la distribution gratuite de médicaments. Rema Plus, de son côté, intervient sur d'autres fronts essentiels. Accompagnement communautaire, sensibilisation, défense des droits des personnes vivant avec le VIH. Nous avons des CPS qui travaillent dans les sites de prise en charge en collaboration avec les médecins. Ils font la porte en porte pour sensibiliser les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer. Cette année, en 2025, nous avons environ distribué 5 millions de préservatifs. Nous avons réalisé environ 33 000 dépistages ont été réalisés. Nous avons, avec les sites communautaires, réalisé environ la prise en charge de 15 000 patients vivant avec le VIH. Un patient sur 5 Maliens est suivi par Arcade Sida et ses partenaires. Des efforts conjugués renforcés par les actions du gouvernement. Résultat, une baisse progressive du taux de prévalence du VIH au Mali. Cette prévalence des personnes vivant avec le VIH aujourd'hui, c'est environ 0,85%. Ça concerne la population générale. C'est environ 5,1% des personnes qui sont des personnes usagères de drogues injectables. En ce qui concerne le travail de sexe, c'est environ 8%. Aujourd'hui, nous avons infléchi la tendance générale qui est à la baisse du nombre de personnes vivant avec le VIH. Malgré ces avancées encourageantes, la bataille est loin d'être terminée. Les défis restent majeurs, notamment discrimination persistante, insuffisance des financements, insertion sociale encore difficile. Les financements internationaux que nous avions par rapport à la lutte contre le sida sont en train de diminuer de façon drastique. Donc c'est un principal défi que nous avions et notre souhait, c'est qu'il y ait plus de financement domestique, que le Mali finance la lutte contre le sida. Le sida a été compris, mais c'est la discrimination et le stigma qui persistent. Les personnes vivant avec le VIH, on ne doit pas les discriminer, on doit les accompagner. En ces mois de décembre, consacrés à la lutte contre le VIH-Sida, c'est aussi un appel à la dignité, au respect et à la solidarité envers celles et ceux touchés par le virus. Une vision portée depuis des années par Rema Plus et Arcade Santé Plus, engagés sans relâche sur ces fronts. Et justement, nous recevons ce soir Dr Ishaka Moumine Koné à l'occasion du lancement du mois de décembre consacré à la lutte contre le sida à la tête du Haut Conseil de lutte contre le sida. Il coordonne les actions nationales de prévention, de sensibilisation et de prise en charge et porte la voix de celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour mettre fin à l'épidémie. Dr Koné, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, vous venez de suivre ce reportage sur la prise en charge de la maladie et des difficultés qui interviennent dans cette prise en charge. Quelle est votre réaction? Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude au chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, président du Haut Conseil national de lutte contre le VIH. Donc, après avoir exprimé cela, j'exprime aussi ma profonde gratitude au chef du gouvernement, le général de division qui ne ménage aucun effort pour accompagner le secrétariat exécutif pour la bonne exécution à travers ces ministères sectoriels, pour la bonne exécution des différentes activités du secrétariat exécutif. L'élément que nous venons de voir tout de suite est un élément dont il y a deux associations. Une association Arcade Sida, Arcade Santé Plus, qui est une association essentielle, réellement un partenaire essentiel dans le cadre de la lutte contre le VIH, et le Rema Plus, qui est le réseau, c'est un réseau, une fêtière des personnes vivant avec le VIH qui sont à l'avant-garde de la lutte contre le VIH-Sida auprès du secrétariat exécutif. Donc tout ce qu'ils ont pu dire réellement sont des réalités sur le terrain, et pour que le peuple malien puisse comprendre. Si les membres du réseau ont parlé en visage découvert, ça voudrait dire qu'il y a urgence à la matière et que tout le monde s'y peut impliquer afin qu'on puisse lutter contre cette maladie. Tout à fait. Et malgré la crise sécuritaire et la suspension de financement de certains partenaires, le Mali est quand même passé de 1% en 2001 à 0,76% en 2024. Parlez-nous de ces efforts-là.
Si dans mon introduction, j'ai exprimé ma profonde gratitude au chef de l'État, c'est grâce à lui et à son leadership que réellement en 2021, on était à 1% et en 2024, on est à 0,76%. Donc c'est grâce à son implication et au suivi qu'il accorde réellement et à l'oreille attentive qu'il accorde à toutes les recommandations du secrétariat exécutif. Au-delà de ça, le secrétariat exécutif a eu à mobiliser l'ensemble des organisations de la société civile. Ce n'est pas derrière Arcade Sida et le réseau des personnes vivant avec le VIH, il y a beaucoup d'autres organisations de la société civile qui nous permettent réellement de lutter contre cette maladie. Nous n'avons pas de pied pour adjoindre, par exemple, Andra Boukan, mais s'il y a une organisation de la société civile qui est sur place, facilement, donc cette organisation pourrait réellement nous aider à endiguer à ce problème à Andra Boukan. Donc c'est comme cela qu'avec cette remobilisation de la société civile, nous avons pu quand même engranger ce succès en diminuant un peu la prévalence dans la population générale. Et je suis curieuse de savoir, quelle est la région la plus touchée aujourd'hui ? La région la plus touchée, c'est Koulikoro. La région la plus touchée, parce que Koulikoro encercle Bamako. Donc, peut-être avec le nouveau découpage administratif, peut-être que Bamako sera la première région la plus touchée. Sinon, actuellement, c'est Koulikoro qui est la région la plus touchée au Mali. Vous savez pourquoi ? Et on le sait pourquoi, c'est parce que à Koulikoro, il y a Koulikoro qui ceinture Bamako. Dans les zones, dans les quartiers périphériques, il y a assez de professionnels de sexe qui habitent dans ces zones et que les gens partent rencontrer. Il y a aussi assez d'activités lucratives telles que ceux qui vendent du sable, etc. L'orpaillage. Il y a assez des zones d'orpaillage traditionnelles aussi qui sont à Koulikoro et réellement qui font que Koulikoro devient la première région. Alors cette année, le thème est SIDA, crise de financement extérieur, une opportunité pour promouvoir le financement souverain. Pourquoi le choix de ce thème, docteur ? Et le choix de ce thème, c'est parce que le thème mondial, ce thème est issu du thème mondial, qui est de surmonter quand même les perturbations pour pouvoir lutter contre la maladie. Et dans le monde actuel, le financement du VIH a connu des perturbations depuis les années 2019 avec l'avènement de la Covid-19. Donc la lutte contre le VIH a connu vraiment une diminution du financement. Donc en dehors de ça, dans le monde entier actuel, chaque pays est en train de courir vers sa défense, l'achat d'armement et puis sécuriser ses populations. Donc il y a le nationalisme aussi qui est en train de prendre du pas sur le multilatéralisme. Donc sur le plan national, c'est surtout les questions sécuritaires, les questions qui sont liées aussi au PDI, les personnes déplacées internes, et d'autres questions énergétiques, etc., réellement qui ont eu un choc, qui ont vraiment touché le financement de la lutte contre le VIH. Mais malgré tout cela, le chef de l'État quand même n'a ménagé aucun effort pour mettre les moyens, donner instruction à ces ministères sectoriels, en l'occurrence le ministère des Finances, pour que nous puissions quand même avoir les moyens minimums pour pouvoir endiguer à cette maladie. Alors, vous l'avez dit, l'objectif, c'est d'éradiquer la maladie d'ici à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans 5 ans. Est-ce que l'espoir est permis ? L'espoir est permis. Pourquoi je le dis ? Parce que il y a des décisions politiques impopulaires que certains dirigeants n'osent pas prendre pour mettre à l'abri leur population de certains fléaux. Et nous, notre leader national, le chef de l'État, le général d'armée, a eu à prendre une grande décision par rapport à la taxation des communications, par exemple. Parce que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Donc, avec ces différentes taxations, et nous avons tous suivi en 6 mois ce que cela a pu engranger. Donc, nous souhaitons aussi que le chef de l'État, avec les propositions que nous allons lui faire, puisse quand même nous accompagner aussi en taxant certains secteurs afin que nous puissions quand même reconstituer un financement endogène souverain. Donc avec ce financement endogène souverain, nous pensons que nous allons pouvoir mener beaucoup d'activités, faire mobiliser beaucoup de personnes, beaucoup de leaders
beaucoup de légitimité traditionnelle afin que réellement, et mettre à la disposition de tous les Maliens, de toute la population malienne, les intrants qu'il faut réellement pour prévenir cette maladie. Donc en cela, nous pensons que d'ici 2030, nous pouvons réellement faire de cette maladie une maladie qui n'est pas un problème de santé pour le pays. D'accord. Le lancement des activités de mois, c'est demain, lundi 1er décembre, au Centre international des conférences de Bamako. Avez-vous un appel à lancer aujourd'hui? Et l'appel que j'ai à lancer, c'est que cette maladie n'est pas que du ressort des personnes qui ont déjà contracté la maladie. Vous l'avez dit dans vos propos, cette maladie nous concerne tous. Donc nous invitons l'ensemble des populations à se rendre au CICB, surtout qu'il y a du nouveau que nous allons présenter au CICB, afin que les gens puissent mieux comprendre cette maladie et puissent mieux accompagner le pays, parce que chacun d'entre nous doit se mettre en disposition d'accompagner le pays afin de pouvoir lutter. À son rôle à jouer. Donc, à son rôle à jouer. Donc nous invitons l'ensemble de la population, le secteur public, le secteur privé, la société civile. Donc nous vous invitons tous à y prendre part pour que réellement on puisse mieux commémorer, on puisse célébrer, mais aussi on puisse communier avec les personnes qui ont déjà bénéficié de cette maladie. Voilà, merci bien, docteur. Vous étiez là pour parler du mois de décembre, mois de lutte contre le VIH-Sida, mois qui sera lancé demain lundi au CICB. Voilà, nous étions avec docteur Ishaka Moumine Kone. Merci encore. Merci beaucoup, Lydia. Merci. Suite donc de ce journal, la journée de sensibilisation initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali pour faire face aux litiges commerciaux. Une journée consacrée à l'arbitrage, un mécanisme rapide, confidentiel et moins coûteux pour régler les différends entre entreprises. Le point avec Moussa Kamara et Sambou Diakité. L'arbitrage mis en avant pour régler en amont les différends entre les entreprises. Pour apaiser le climat des affaires, la CECIM veut aller vite. Cette journée de sensibilisation a permis aux opérateurs économiques et juristes de découvrir les modes de règlement des conflits plus simples, moins onéreux et surtout beaucoup plus rapides que la justice classique. L'arbitrage n'est pas une simple alternative juridique. C'est un outil de gestion des risques et un avantage concurrentiel pour toute entreprise qui vise l'efficacité et la sérénité. Cette collaboration avec la CECIM et le SECAM s'inscrit dans les ambitions nationales que nous portons tous. La CECIM a déjà franchi un premier pas. Elle a créé un centre de conciliation pour prévenir et résoudre les litiges entre entreprises. Cette journée de sensibilisation vise justement à mieux faire connaître ces dispositifs. La réjouissance est que nous avons aujourd'hui dans cette séance deux bras très importants de nos activités économiques. Les banques et les entreprises, et qui plus est les entreprises industrielles, sur lesquelles nous fondons la croissance et la prospérité de notre pays, sur lesquelles nous comptons sur la transformation de notre économie pour sortir d'une économie marchande de consommation à une économie d'industrie structurante et porteur de progrès. Avec cette démarche, la CECIM encourage les entreprises à régler leurs différends autrement pour gagner du temps, de la sérénité et renforcer la confiance entre partenaires. Et cette triste nouvelle, nous venons d'apprendre le décès du patriarche Ahmed Niang de Caille, décès survenu ce dimanche à Dakar au Sénégal. Ses obsèques feront l'objet d'un communiqué ultérieur. Toutes nos condoléances à sa famille. Les autorités régionales de Koutiala ont accueilli ce dimanche un convoi important de citernes en provenance de Zégua, transportant du carburant pour les régions de Koutiala, San Mopti et Bandiagara. Ce convoi arrivé grâce au professionnalisme par les forces de défense et de sécurité. Un reportage de Brahima Kone et Amadou Dolo. Un important convoi de citernes contenant du gasoil et de l'essence destiné aux régions de Koutiala, San Mopti et Badjangara a été accueilli par le gouverneur de la région de Koutiala accompagné d'une forte délégation. En provenance des Ziegua, ces citernes suivies à travers un dispositif sécuritaire assorti de vecteurs terrestres et aériens sont arrivés à Koutiala avec succès. Au PK11, le gouverneur a félicité les acteurs ayant conduit ce convoi à bon port et a magnifié les efforts consentis par le gouvernement pour assurer le bien-être des populations. J'ai un sentiment de fierté pour dire à la population que personne
ne sera laissé pour compte. Le gouvernement l'a promis et le gouvernement l'a fait. Et les populations de Koutiala sont là. Les populations de Koutiala savent également qu'elles n'ont que ce Mali. Et elles ont décidé de rester résilientes, toujours résilientes, derrière les plus fortes autorités. Les Maliens résilients ont compris qu'ils doivent s'unir comme un seul homme derrière les autorités de la transition pour sortir notre pays d'une crise multidimensionnelle qui est en train d'être gérée graduellement et sûrement avec clairvoyance. En ce qui concerne l'acheminement du carburant, les chauffeurs ne cachent pas leur détermination, leur civisme et leur patriotisme. Dieu merci, de Djegwa à Koutiala, nous n'avons pas eu de problème. Je salue le professionnalisme des forces de défense et de sécurité, sans oublier celui de mes camarades chauffeurs. Merci aux autorités de la transition. Nous, chauffeurs, sommes déterminés à jouer notre partition dans la construction nationale. La CMDT connaîtra son plein essor à partir d'aujourd'hui. Les autres structures telles que les ONG et les usines, je n'ai pas dit que ces entités étaient aux arrêts, non. Mais on va pleinement tourner à partir de cette fourniture d'hydrocarbures gracieusement mise à notre disposition par les plus hautes autorités. Je vais demander encore à la population que la discipline et le respect qui nous a toujours caractérisés continue également de nous caractériser. C'est un arrivage qui est là, il y aura toujours d'autres arrivages, il y aura la régularisation. Tant que le gouvernement est là, on espère. Au chapitre de la clé de répartition de ce nombre important de citernes, il a été retenu que la région de Koutiala a reçu 19, soit 17 en gasoil et 2 en essence. Une commission restreinte est à pied d'œuvre pour une gestion efficiente de ces quantités. Reste à garder le cap en matière de soutien aux efforts gouvernementaux allant dans le sens de la régulation définitive de la situation. Et ce communiqué de la Direction générale de l'ORTM à l'Office de radio-télévision du Mali porte à la connaissance du public, notamment les téléspectateurs, auditeurs et usagers de ces plateformes numériques, qu'il a constaté depuis un certain temps l'utilisation frauduleuse et non autorisée de son logo officiel par une entité dénommée Mali Kibarou TV ou encore Télé panafricaine avec le logo de l'AES. Ces structures opérant en marge de tout cadre légal procèdent non seulement à l'usurpation manifeste de l'identité visuelle de l'ORTM, mais diffusent également des propos et contenus susceptibles d'induire en erreur l'opinion nationale et internationale. L'ORTM tient à préciser avec la plus grande fermeté que toutes les publications, déclarations, vidéos ou messages émanant de ces web TV ne sauraient l'engager face à cette appropriation illégale portant atteinte à son image, à sa réputation ainsi qu'à la confiance du public. L'ORTM engage sans délai toutes les procédures appropriées devant les juridictions compétentes. L'ORTM réaffirme par ailleurs sa volonté constante et indéfectible à assurer ses missions d'information, de sensibilisation, d'éducation et de cohésion sociale. L'ORTM, la passion du service public. Nous sommes dimanche et nous ouvrons à présent la page consacrée à la culture et faisons un tour du côté du Siama où 3 membres du gouvernement y étaient pour une visite. Occasion pour eux de découvrir les créations des artisans des pays de l'AES et d'ailleurs, les visiteurs se disent très impressionnés de ce qu'ils ont vu. Les précisions avec Bemba Sibi et Sambou Diakité. Certains membres du gouvernement ont visité le site du Salon international de l'artisanat malien. Après avoir sillonné les allées des 540 stands de produits artisanaux, ils se disent ravis de découvrir la créativité de nos artisans. C'est pour venir encourager les artisans pour les merveilles qu'ils font dans le cadre de l'artisanat. Vraiment, j'ai été émerveillée et je suis sûre qu'ils feront beaucoup de choses et beaucoup d'innovations dans ce sens. Aussi, il y a des artisans de l'AES, le Niger, le Burkina, qui sont présents en plus des artisans du Mali. J'avoue que je suis très positivement impressionné par ce que j'ai vu. D'abord la créativité
et l'ingéniosité de nos artisans qui sont venus en masse de toutes les contrées du pays et même des pays voisins, notamment le Burkina et le Niger. Ça me fait plaisir, extrêmement plaisir de m'être là ce soir, où j'ai été invité par mon frère homologue, le général de la culture, le ministre de la culture. Et en fait, nous sommes des généraux qui font bouger la culture. Lui, le général de la culture, moi, je suis le général de la paix. Tout le monde sait que l'un des vecteurs les plus importants de la réconciliation de la paix, c'est la culture. Donc, il est extrêmement important de savoir que aujourd'hui, la dimension culturelle est l'un des soutiens principaux de l'État du Mali. Vous savez, notre pays est considéré à tort comme une destination difficile, comme un pays qui n'est pas secret, puis comme un pays qui n'est pas fréquenté. Avec les activités culturelles, nous avons montré à la face du monde que nous restons nous-mêmes, que le Mali est un grand pays et que les gens peuvent venir visiter l'art malien. Visiter l'art malien dans toute sa splendeur et découvrir l'art de l'AIS, toute chose que les chefs du département en charge de l'artisanat apprécient à juste titre. C'est un grand honneur. Je voudrais saluer mes collègues du gouvernement qui ont bien voulu passer visiter la créativité de nos artisans pour les encourager. Donc ce fut un grand moment, on a fait le grand tour et je crois que les artisans et les créateurs sont très contents. Et merci aux autorités du Mali pour avoir pensé à ce salon pour nos artisans et pour le développement de l'artisanat, de l'économie locale et solidaire de notre pays. Et toute chose qui s'inscrit dans l'année de la culture décrétée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Une visite, plusieurs découvertes. Les membres du gouvernement sont retournés très satisfaits en découvrant les créations de nos artisans. 2025 années de la culture, le SIAM a également accueilli le parrain du mois de novembre, le Dr Samuel Sidibé. Il a animé un panel sur le thème la création contemporaine au Mali. Quel défi? Les temps forts avec Moussa Kamara et Moulay Sidibé. Au SIAMA 2025, le Dr Samuel Sidibé, parrain du mois, attire un large public et pose une question centrale. Comment faire rayonner la création contemporaine malienne? Malgré son dynamisme, le secteur reste freiné par le manque d'infrastructures, des moyens financiers et une structuration encore fragile. C'est vrai que c'est important de s'inspirer du passé pour créer, mais que l'exigence aujourd'hui, c'est de créer, que l'idée de retour donc, au passé n'est qu'une illusion. Par rapport à cette exigence de création, il y a un certain nombre de défis au Mali. Le premier défi pour moi, c'est la formation. Nous avons peu d'écoles qui sont aujourd'hui véritablement à mesure de réaliser leurs objectifs. Et ensuite, il y a la question donc de la promotion de la création contemporaine. Il y a des institutions qui essayent de le faire, mais ce n'est jamais assez suffisant. On a créé quelques grands événements comme la Biennale de la photo, qui effectivement était un outil de promotion de la photographie. Mais je pense qu'il faut aller plus loin pour faire en sorte que la création contemporaine rentre dans la conception, dans la compréhension de la communauté. Son exposé a suscité un vif intérêt, tant la rigueur dans ses analyses que la portée de ses observations et reflète le vécu des artisans. Cette tente-là, c'est 3000 ans, c'est tout là de tout à l'heure, c'est 2500 ans. Il y a 2500 ans, nous savons déjà comment refroidir l'eau, comment vivre sous l'ombre. Et tout ça là, c'est de cela que nous nous inspirons, que nos dirigeants s'inspirent aujourd'hui pour trouver cette souveraineté. L'initiative Parrain du mois, portée par le département en charge de la culture, valorise les talents et dynamise la scène culturelle. M. Sidibé, qui est donc le parrain du mois de novembre, a partagé son expérience, mais il s'agit plutôt de faire un recours au passé, aux valeurs du passé. Et je pense que c'est à cela que nous gagnerons notre souveraineté, que nous gagnerons à notre vivre ensemble. Sous la tente Touareg du Siama, il apparaît clairement que l'avenir de la création contemporaine au Mali dépendra de la capacité collective à relever ces défis et à faire de la culture un moteur de développement. Biennale Tombouctou 2025 à la délégation régionale de Sikasso se prépare activement. Toutes les conditions sont réunies pour permettre à la troupe de faire de meilleures prestations. La chef de l'exécutif régional est allée à cet effet voir les artistes au centre de formation professionnelle. Moussokoro Sérémé y était pour ORTM1. À quelques semaines de la grande messe culturelle de Tombouctou 2025, la région de Sikasso affûte ses armes artistiques.
la troupe de Sikasso a, depuis plusieurs jours, transformé le centre de formation professionnelle en un véritable camp d'entraînement où les répétitions s'enchaînent à un rythme soutenu entre chorégraphie, échauffements vocaux et réglages scéniques. Et c'est dans cette ambiance que les autorités régionales viennent galvaniser une équipe déterminée à faire rayonner le Kénédougou. Quand vous mettez les gens ensemble, ça crée la cohésion entre les artistes et entre les cercles. Et ça va créer également d'autres connaissances avec d'autres acteurs à Tombouctou. Il y a un statut règlement pour l'internat et nous avons invité les artistes à respecter ce statut règlement, d'être disciplinés et de suivre les conseils des encadreurs. Et pour défendre le blason culturel de la région, la troupe peaufine des tableaux inspirés du patrimoine local qui façonnent la mémoire collective. Une préparation intensive, supervisée par la Direction régionale de la culture, qui entend faire de cette participation un moment fort de l'année de la culture en région de Sikasso. Les artistes qui sont venus des différents cercles sont arrivés avec un état d'esprit favorable. C'est le lieu également vraiment de louer les efforts de l'État, de louer les efforts des autorités de la région, à commencer par Madame le gouverneur et son cabinet, et les collectivités et toute la population qui s'est mobilisée vraiment pour accompagner ces artistes et acteurs, voilà, pour que vraiment la phase de l'internat jusqu'à notre arrivée à Tombouctou puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Biennale Farayon quand il compte folie indroit. Biennale Farayon quand il kunye ka malidenw yɛrɛ denmisɛnninw yɛrɛ k'o bilasira ka Mali kunu fɔ ɲɛna ka Mali kunu yira o la k'an ka tabiya taabolo yira o la fɛn o fɛn bɛ yan yan'o a tigi ka bɔ yan ani dɔnniya dɔ ka bɔ yan a mana kɛ dɔnniya fitinin ni min ye a tigi ka cɛsiri yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye o nafa s'a ma don dɔ la. Sikasso est fin prête pour la biennale et entend confirmer sa place parmi les grandes régions culturelles du pays. Entre histoire, rites et performances, comment la danse madan perpétue l'esprit des anciens guerriers malinqués et demeure un pilier de la culture mandé. Dans le mandé, la danse madan raconte la fierté d'un peuple. Alors, à la découverte d'une danse qui signifie « Je n'ai pas été battu », célébrée chaque année lors du Sandia. Et Alpha Maïga est allé à la rencontre d'un communicateur traditionnel, un professeur de danse suivant. Une danse d'hommage, de bravoure, aussi une danse d'éducation au cœur de notre patrimoine culturel. Ça, on appelle le madan. Le madan qui est joué généralement à chaque occasion de Sandia. Et le Sandia est une manifestation annuelle auquel le Nyamakala profite pour rendre hommage aux bienfaiteurs, aux grands travailleurs, aux grands hommes de l'année. Le Madafoli est une danse qui tire son origine du Mandé. C'est madan. Madan. Je n'ai pas été battu. Madan. On ne m'a pas dépassé. Madan. Je suis en compétition symbolique. Madan. Qu'on soit cultivateur, bureaucrate, commerçant, magistrat, il faut être dans cette logique de compétition symbolique. Si tout le monde s'animait de cette idée de compétition symbolique, au final, c'est la prospérité et la réussite de l'année. Tout un symbole autour de cet art chorégraphique. On danse avec les sabres. Chaque fois qu'on fait un pas, 2 pas avant, on tourne le foulard, on tourne les sabres. C'est pour montrer aux guerriers que c'est facile de faire face à l'ennemi. Il ne faut surtout pas reculer pour ne plus revenir. C'est pour on fait des reculs, après on revient, on tourne sur soi-même avec le foulard au-dessus de la tête, les sabres au-dessus de la tête pour décapiter les ennemis. Le lion, quand vous voyez bien même l'expression du lion, n'est-ce pas, ça symbolise, n'est-ce pas, la fierté, la grandeur, le roi, les gestes, les mouvements liés à ça, la posture, vous allez voir, elle est haute. Le Madanfoli est une danse traditionnelle profane, c'est-à-dire qui n'a aucun aspect de rite. Elle est dansée par les hommes et les femmes, nobles ou griots, en accoutrement traditionnel. C'était en cotonnade et maintenant avec
ce problème de textile, on se met en bazin, sinon c'était en cotonnade, soit en grand boubou blanc ou ocre, on dansait avec ça. Avec cette danse, on s'habille très bien. Les lions, c'est le danseur. Il bat tout le monde dans son combat. La valeur, ça permet aux jeunes garçons et aux jeunes filles. À partir de cet instant-là, je suis ciblé. Et puisque je suis ciblé, donc il y a quelqu'un qui sera à côté de moi pour comprendre tout ce que je suis en train de faire, tout ce que je suis en train de dire dans la danse. Au titre de cette année 2025, année de la culture, revivre une telle danse vient à point. La danse Mandamfoli est une opportunité pour honorer les forces armées de défense et de sécurité et du coup rappeler aux jeunes la valeur culturelle du Mandamfoli. Il fallait rendre hommage à nos guerriers qui sont sur les champs de bataille, en train de se battre jour et nuit. Ne pas dormir, ne pas manger à leur faim, ne pas se laver à leur faim, avec une grande vigilance en tout moment et en tout lieu. Le Madan, ça a été une danse qui a créé vraiment beaucoup de choses. Le ballet national du Mali s'est tout de suite accaparé du Madan. Ce sont ces exemples-là d'ailleurs qui ont créé le ballet national du Mali. Bien rythmé, c'est une danse que beaucoup de gens ont aimée. Et c'est pourquoi justement le ballet national du Mali a pris cette danse-là et a appris. J'ai dit appris et a appris cette danse-là pour pouvoir l'exécuter. C'est dire que l'exercice corporel est un moyen d'expression, une forme de communication. Ici, le corps de l'artiste est et demeure son ami. Chaque geste a un sens, une signification. Maintenant, à travers la signification, ça rappelle à l'autre son code de vie, ça rappelle à l'autre son devoir, ça rappelle à l'autre sa façon de se tenir et d'être en harmonie avec les autres. L'ensemble de ces mouvements se situe dans un contexte qui symbolise vraiment une signification importante dans cette société et lié aussi à l'ensemble des activités qu'ils mènent. Et aussi, il y a les gestes aussi. Les gestes aussi jouent l'importance, n'est-ce pas, dans l'expression corporelle. La danse a un vocabulaire. Et ce vocabulaire-là, c'est ce vocabulaire qui permet à la danse d'avoir la scène. Et c'est ce vocabulaire-là a servi à la culture malienne. Le Mandamfoli n'est-il pas une expression de notre culture ? Mali Mode Show, la fin de l'édition 2025 a été marquée par un grand défilé international réunissant des stylistes, créateurs et designers de différents horizons. Ce grand rendez-vous a mis en lumière les différentes collections de créateurs d'ici et d'ailleurs. Les temps forts avec Ibrahim Kaoukonate et Adam Traoré. L'édition 2025 de Mali Mode Show qui a réuni du monde du 1er au 30 novembre 2025 ici à Bamako avait pour thème Incarner l'héritage incarné. Un appel à valoriser le patrimoine textile malien et africain mêlant tradition et modernité. J'ai fait un mix de tissus, notamment le bogolan. J'ai utilisé aussi des tissus upcyclés, c'est-à-dire des vêtements qui ont déjà été utilisés et on leur donne une nouvelle vie. Ma collection, c'est Itinérance. Itinérance, pourquoi ça révélait le voyage du pain tissé. Le Bénin est le pays numéro 1 en Afrique de production du coton. Et nous avons de très bonnes tisserandes qui sont regroupées en coopératives qui font du très bon travail. Des créations qui s'inspirent du nord du Mali sur des tissus brolants du sud du Mali. Cette cohésion sociale, c'est quelque chose d'exceptionnel.
L'édition Mali Mode Show 2025 a été organisée par l'association Mali Mode. Ses initiateurs sont le producteur et commissaire général Hakim Soul et ses partenaires. En tout cas, très ravi, le public a répondu présent à cette activité-là. Malgré en tout cas le contexte difficile que nous traversons ici au Mali, que la culture continue de parler. L'héritage dont on parle très souvent est plus qu'incarné. On est en train de la transcender et je crois que l'avenir ne peut paraître que somptueux. Le musée d'Espagne était l'invité de marque cette année. C'est une expérience très positive en général pour la vie culturelle malienne. On est dans l'année de la culture et ça fait partie dans cet ensemble d'activités culturelles au Mali. Monsieur le ministre lui-même l'a dit lors de la cérémonie d'ouverture qui nous a réunis ici il y a de cela un mois. Le département entier, à travers sa voix, a pu se faire entendre et dire toute sa satisfaction et tout son encouragement et sa fierté d'avoir des personnes comme M. Ibrahim Guindo, dit Hakim Soul, comme acteur culturel au Mali. L'objectif visé à travers cet événement était de faire du Mali un centre de la mode africaine. Et l'artiste comédien Abibou Coulibaly Dambélé, surnommé Guimba National, vient d'être honoré par la publication d'un livre sur son parcours. L'ouvrage est de Aboubacar Eros Sissoko. Le livre a été présenté au public lors d'une cérémonie qui a réuni famille, amis et collaborateurs de notre Guimba National. Mariam Coulibaly. Après plusieurs distinctions honorifiques et des prix ça et là, c'est un livre qui vient d'être publié sur l'artiste comédien Abibou Dambélé Guimba National, envie de perpétuer son parcours, jugé inspirant. L'œuvre intitulé Abibou Dambélé, le phénomène Guimba National, porte la signature de Aboubacar Eros Sissoko, également artiste et un des fidèles compagnons de Guimba National. Au Mali, il y a un grand vide sur les artistes. Les artistes ont animé notre environnement et plusieurs d'entre eux sont morts. Il n'y a rien sur eux. Donc, cette année, consacrée à la culture, j'ai dit qu'il y a lieu maintenant d'écrire sur des gens qui sont en train de nous égayer, qui sont en train de nous faire rire, de nous faire du bien, que ce soit des footballeurs, que ce soit des hommes du théâtre, du cinéma. Il est temps d'écrire sur ces gens-là. Cette œuvre qui marque ainsi le 30e ouvrage de l'auteur met la lumière sur les chemins empruntés par l'homme de scène qu'est Guimba. Dans un style mêlant récits et souvenirs, les lecteurs découvrent à travers quelques centaines de pages d'autres facettes de l'artiste au-delà de ses dons qui fait de lui le maître incontesté du rire. Je suis simplement ému. La seule réponse, c'est ça. C'est ça. Il y a des jours où on doit s'abstenir de parler. Ce jour-là, pour moi, fait partie de ce genre de jour. Loin d'être un vide, ce silence en dit plus que des mots. Habib a eu à poser des jalons. C'est très intéressant et c'est très pédagogique. Et je pense que ce travail est un travail minutieux qui, dans l'année de la culture, permet quand même de sortir un peu de l'oubli les grands artistes qui ont témoigné, qui ont posé des actes qui glorifient notre nation. Tout au long de la cérémonie, des hommages et témoignages n'ont pas manqué pour dépeindre les qualités ancrées à l'artiste en dehors de la scène. Voilà le livre sur Abibou Dambélé, Guimba National, à lire absolument en fin de la page consacrée à la culture. Et nous nous rendons dans les champs à Koulikoro, une mission de supervision et d'évaluation de la campagne agricole 2025-2026 est sur place pour s'imprégner des réalités de fin de campagne et prodiguer des conseils pour une bonne gestion des récoltes. Le commentaire de Ousmane Koïta. Il s'agit à travers cette mission organisée par le directeur régional de l'agriculture de Koulikoro et ses techniciens de constater la situation réelle de la campagne après la saison des pluies et par la suite
échanger avec les producteurs pour une gestion rationnelle des récoltes. Cette visite sur le terrain s'inscrit dans le cadre de la deuxième mission de supervision de la campagne nationale agricole 2025-2026. Pour cette seconde mission, nous avons choisi 2 cercles, le cercle de Kangaba et celui de Koulikoro. L'appréciation de la campagne, elle est moyenne selon le cercle. Pour le Koulikoro, c'est une appréciation moyenne de la campagne. Mais pour Kangaba, c'est une appréciation en tout cas bonne de la campagne, compte tenu des aléas qui ont émaillé la campagne l'année dernière au niveau de ces cercles. L'équipe régionale de supervision de la campagne agricole s'est rendue dans le champ de Moussa Diabati à Kila, dans la commune rurale de Demniandian, cercle de Kangaba. Ici, les 20 hectares de maïs se sont entièrement récoltés. La mission a également visité le champ du riz qui est en phase de récolte. Dans la commune rurale de Kanyoko, la deuxième étape de cette visite, la délégation s'est rendue sur les 12 hectares de riz de Suleiman Traoré, également en phase de récolte. À Minyandian, tout comme à Kanyoko, dans le cercle de Kangaba, les constats sont les mêmes. Au niveau du cercle de Koulikoro, les quelques champs visités affichent une bonne impression dans l'ensemble. Nous avons tenu à sensibiliser par rapport à la gestion de ces récoltes. Et on n'est pas sans savoir qu'au moment des récoltes, c'est au moment de l'abondance. Et nous avons quand même incité à sauvegarder en tout cas l'autosuffisance alimentaire en les prodiguant les normes qui sont de 214 kg par habitant. Et nous avons mis l'accent aussi sur les pertes post-récolte. Et aussi, nous avons aussi encouragé les activités de contre-saison, surtout pour le maraîchage. Cette mission de supervision a été également une occasion pour les techniciens de l'agriculture de prodiguer des conseils utiles aux producteurs agricoles pour la bonne gestion des récoltes. Actualité AES, première escale, le Pays des Hommes intègre le service d'information du gouvernement a tenu à Tinkodogo une conférence régionale du gouvernement. C'est pour rendre compte de la gestion pendant ces 3 années aux forces vives de la région du Nakambé. De ce fait, 3 membres du gouvernement ont présenté le bilan de l'action gouvernementale et mentionné les préoccupations de la population. Compte rendu, Rasmane Ouedraogo. Nous accueillons le ministre d'État, ministre en charge de l'agriculture, accompagné de ses homologues des mines et celui des infrastructures, en contact direct avec les forces vives de la région du Nakambé. Objectif, dresser le bilan des 3 années de gouvernance du MPSR2 et recueillir les préoccupations des populations. Cet exercice de redevabilité vise à prôner une gouvernance vertueuse axée sur la sincérité et la transparence. Qu'il s'agisse des milliers d'hectares aménagés et des intrants subventionnés pour renforcer la souveraineté alimentaire, de la production minière restructurée, mieux encadrée au service de l'économie nationale, qu'il s'agisse des routes réhabilitées, des pistes rurales ouvertes, des ouvrages stratégiques réalisés pour relier les Burkinabés à leur avenir, nous pouvons aujourd'hui dire avec certitude, oui, la nation est en mouvement malgré les vents contraires. Tour à tour, représentants de la société civile, autorités coutumières, jeunes et femmes ont exprimé leurs attentes tout en félicitant les membres du gouvernement pour le travail déjà abattu. Nous apprécions la démarche du gouvernement. C'est une bonne initiative et le bilan présenté ce matin est convaincant. Que Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré pour que tous ces projets aboutissent. C'est un exercice qui va sans doute se répéter dans différentes régions du Burkina. Et l'exercice, nous en sortons satisfaits. Parce que nous avons vu l'engouement des populations du Nakambé autour justement de l'ensemble des problématiques qui ont été soulevées. Au terme des échanges, la délégation gouvernementale a promis une prise en compte diligente des préoccupations soulevées. Le ministre Sombier a par ailleurs invité les fils et filles de la région du Nakambé
à l'union sacrée autour des idéaux de la révolution progressiste et populaire. Et au Niger, ouverture d'une rencontre entre la hiérarchie militaire et les responsables des radios communautaires. La situation sécuritaire, la paix et la cohésion sociale étaient au centre de ces échanges. Résumé, Laouali Maïnassara. C'est environ une demi-journée qui a été consacrée par la hiérarchie militaire pour s'entretenir avec les responsables des radios communautaires et les administrateurs délégués arrivés au terme de leur forum tenu du 25 au 27 novembre 2025 au Palais des Congrès de Niamey, en présence du ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, Haji Ali Salatou, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Maman Sani Kiaou a livré une importante allocution qui a été par la suite complétée par d'autres responsables militaires. L'objectif de cette rencontre stratégique est d'échanger sur la question sécuritaire dans le pays au regard du rôle crucial que jouent les radios communautaires dans le processus de la refondation, notamment à travers le renforcement du tissu social et sécuritaire. Les promoteurs des radios communautaires, à la fin de ces échanges, pourront mieux collecter, mais surtout traiter et diffuser l'information auprès de leurs auditeurs, tout en priorisant et diffusant des messages de paix, de sécurité et de cohésion sociale au sein de leur entité respective. C'est l'heure du sport dans cette édition et le rendez-vous, c'est Seragatou Sissi. Bonsoir Seragatou. Bonsoir Khadijatou Kone. Alors, Ligue des champions, phase de groupe, deuxième journée, le Stade malien de Bamako à domicile a tenu le coup 2-1 cet après-midi devant les Tanzaniens de Simba SC. Oui, Tadeo Sengenk 16e et Ismaïla Sempara 23e minute ont marqué pour les stadistes. Cette victoire historique est la première d'un club malien en Ligue des champions, phase de groupe. Le Stade malien de Bamako est co-leader du groupe D, 4 points, à égalité avec les Angolais de Petro de Luanda. Notre reporter Mohamed Nama Keita a recueilli les impressions des entraîneurs Moril Messa Kenjoa du Stade malien de Bamako et Suleiman Matola de Simba SC. J'avoue que c'est le remake du match de Tunis, parce que là-bas nous avions également eu du fil à retordre. Je pense que vous avez parfaitement raison, mais sauf qu'à l'heure des charges, il faut dire que c'est des jeunes qui, à ce stade de la compétition, tardent à rentrer dans le match, parce que la plupart d'entre eux, sur peut-être 11 joueurs alignés, et il y a au moins 5 qui viennent des centres de formation. Vous voyez, nous nous sommes d'ailleurs payé le luxe de rater un penalty, ce qui n'arrive pas avec ce jeune de Tadeus depuis qu'il est dans l'équipe. Il me souvient qu'il n'a jamais eu à rater de penalty, mais avec toute la pression qu'il avait sur les épaules, il a donné le ballon au gardien. L'équipe est rentrée difficilement dans le match et l'équipe adverse a raté des occasions. Mais j'ai toujours dit, et je le dis ici haut et fort, heureusement que quand Dieu créa le Stade malien, il créa aussi Ngolo Traoré. Et je dis, c'est notre araignée noire et nous lui devons un fier chandelle. Et je voudrais renchérir en disant tout simplement que nous allons encore travailler. Nous allons travailler. Heureusement que la trêve internationale s'annonce au bénéfice de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme hier on l'a dit en conférence de presse, c'était un match assez difficile, un match dans lequel il fallait créer des occasions, mais non seulement il fallait également scorer. On a créé des occasions, mais on n'est pas parvenu à marquer. Contrairement à l'adversaire qui a créé des occasions et qui est parvenu à marquer, c'est ce qui a fait l'effet pour eux cet après-midi. On était là dans l'objectif de gagner, mais maintenant ça n'a pas marché. Regret ou pas, on ne peut rien, puisque c'est une défaite et c'est déjà passé. Nous allons nous focaliser sur les prochains matchs et essayer d'aborder ces matchs. Lors de la troisième journée, le Stade malien de Bamako reçoit Petro de Luanda le 25 janvier 2026.
Et Coupe de la Confédération également, Siragatou, on est à la deuxième journée de la phase de groupe. Le Djoliba AC en déplacement a perdu malheureusement cet après-midi 2-0 face à San Pedro de la Côte d'Ivoire. Oui, nouvelle défaite du Djoliba AC. Les Rouges ont été ténaillés par les Ivoiriens de San Pedro. Les hommes du technicien Mboudo Mouri n'ont pas été réalistes. Il leur faudra corriger toutes ces insuffisances avant la troisième journée et ce déplacement dans le grand froid d'Alger pour y défier l'USM, leader du groupe A, avec 6 points. Le Djoliba AC, après 2 journées, affiche 0 points au compteur. La prochaine sortie du Djoliba est programmée le 25 janvier 2026. Biche volé sur plage. Les rideaux sont tombés ce dimanche sur le championnat national. Et tout en couleur, l'AS Commune 4 se classe première grâce au duo Ladi Yatassaï Mohamed Tunkara. Cette deuxième édition du championnat national de beach volley a connu un franc succès avec la participation de toutes les ligues régionales. Abdul Karim Kaba nous fait le point. En dames, l'AS Mouloud Logement a été battu par l'USFAS 2-7-0. Dans cette rencontre, dans le premier set, l'équipe des militaires composée de Oumou Konaté et Zinab Sissé affiche ses intentions en s'imposant 21-14 face à celle des Mouloud Logement avec Koura Konaté et Echeta Wallet. Au deuxième set, les pensionnaires de Yirimadjo ne pourront rien faire pour freiner le rythme de jeu de leur adversaire. Score final 15-21, soit 2-7-0. Chez les hommes, l'AS Commune 4 avec les duos Ladi Yatassaï et Mohamed Tunkara s'est succédé à elle-même au palmarès en dominant l'AS Mouloud Logement avec la paire Abdul Maïga et Amadou Konati. Depuis le démarrage du jeu, c'était le mano à mano entre les deux formations 13-13 puis 15-15. Mais quelques minutes plus tard, les communards, plus expérimentés et stratèges, s'imposent par 21-17. Au deuxième acte, les joueurs de l'AS Mouloud Logement avec le moral gonflé à bloc réagissent et mènent 13-5. Les communards n'avaient pas dit leur dernier mot. Ils rehaussent le niveau de leur jeu en rétablissant la parité 17-17. Dans la foulée, la paire Abdul Maïga et Amadou Konaté des Mouloud Logement bouclent le deuxième set 21-18, soit un set partout. Pour départager les déformations, il a fallu faire recours au tie-break, une partie remportée par l'AS Commune 4, 15-13, score final 2-7-1. Ainsi, grâce à cette victoire, les Usfaciennes détrônent les joueuses des Mouloud Logement en inscrivant leur nom au palmarès de la compétition. Le centre de formation de volleyball de Daoudabougou ferme la marche du podium. En homme, l'AS Commune 4 conserve son titre de champion national de beach volley. Beach volley, on a transporté la plage au 26 mars. Nuit à JSM, l'association a profité de la 13e édition pour célébrer les acteurs et partenaires œuvrant au rayonnement du sport. C'est la gâteau. Oui, soirée de reconnaissance en faveur des hommes et femmes dévoués à la promotion du sport. La JSM a mis les petits plats dans les grands pour la réussite de la nuit. Moi, Famourou Djourte et Yaya Kone étaient présents. Dans une ambiance chaleureuse et solennelle, le jardin de l'hôtel de l'Amitié de Bamako s'est transformé en véritable temple de la reconnaissance. Pour sa 13e édition, la nuit de la JSM, Association des journalistes sportifs du Mali, a une nouvelle fois réuni un public prestigieux. Hommes politiques, diplomates, responsables sportifs, anciens joueurs, supporters et artistes, tous venus accompagner les journalistes sportifs et célébrer leur engagement sur le terrain comme dans les rédactions. La présente soirée est une rampe de lancement de notre opération Cannes avec un budget qui s'élève à 43 millions de nos francs. En rappel, l'AGSM se chargera de loger les journalistes accrédités au Maroc pendant 1 mois et assurera le transport local tous les jours du match. L'ambassadeur du Royaume du Maroc, son Excellence Driss Isbahen, était l'invité de cette édition. Une participation symbolique à quelques jours de la CAN 2025 que le Royaume chérifien s'apprête à accueillir. Très heureux d'être parmi vous ce soir, entouré de passionnés de football, tout comme moi. Quand on soutient une équipe, on soutient aussi un rêve qui se transforme en exploit collectif. Et ce rêve ne pourrait pas vivre sans vous, journalistes sportifs. Un geste salué par la GSM qui voit en cette collaboration un signe fort du partenariat sportif et culturel entre les deux pays. Son Excellence Driss Isbahen
ambassadeur du royaume chérifien au Maroc, est un ami du Mali, est un ami de la presse malienne. Au-delà des distinctions décernées, la nuit de la JSM reste également un espace d'émotion artistique. Le président de la transition Togola, général Assimi Goïta, ka AJSM Mamrou Befo, donnant mes finales temps, la finale qui a réussi, soirée finale qui a réussi, les gens sont contents. Hommage, prix de reconnaissance et célébration des parcours exemplaires ont ponctué la soirée, confirmant cette nuit comme une tradition solidement ancrée. Un rendez-vous où le sport, la culture et les médias se rencontrent pour magnifier le mérite et les valeurs qui unissent les acteurs du monde sportif malien. Merci Seragatou Sissé. Je vous en prie. Et bon début de semaine. Merci, pareillement à vous. À suivre dans nos programmes ce soir, un magazine sur les temps forts de la cérémonie officielle de baptême de la 47e promotion de l'EMIA de Koulikoro, une cérémonie présidée par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Magazine à suivre avant votre émission Défense citoyenne. À suivre également dans nos programmes ce soir, question d'actualité sur le thème hydrocarbures, va-t-on vers la fin de la crise? Les acteurs du secteur apportent des éclairages sur les efforts déployés à tous les niveaux pour un approvisionnement correct de tout le Mali en carburant, effort appelé à être continu pour maintenir le cap. C'est un débat en Bamanankan animé par Koke Mamadou Kone. Et je le disais, cette triste nouvelle, nous venons d'apprendre le décès du patriarche Amé Nyang de Caille, décès survenu ce dimanche à Dakar au Sénégal. Ces obsèques feront l'objet d'un communiqué ultérieur. Toutes nos condoléances à sa famille. Voilà l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. Merci de l'avoir suivi. Je passe le relais à Nyanya Lou Traoré pour la grande édition de demain. Mais avant de retrouver Abibatou Koyan Diakité pour le 13h, nos grands-pères disaient que deux mains qui s'entraident bâtissent plus qu'un point fermé. Personne ne se perd lorsqu'on avance avec les autres. Ainsi naît l'unité et ainsi naît la paix également. Le Mali dans nos cœurs et dans nos prières. Bonne fin de soirée à tous.